cet exposé. Donc, on remarque l'histoire d'Isabelle et Berat. Donc, on se rend compte que l'histoire d'Isabelle et Berat est extrêmement passionnante. Donc, nous découvrons ensemble ce personnage. J'espère que nous la découvrirons encore davantage en intensifiant des activités justement relatives à ce personnage. Donc j'invite d'ores et déjà nos amis à venir nous exposer et nous montrer les films documentaires qu'ils possèdent sur Isabelle et Berat. Donc, avant de vous passer la parole, avant de passer la parole à Anne, donc, un fait a attiré mon attention durant votre exposé, c'est le fait que Isabelle et Berat a adopté l'islam aussi facilement que ça. Sachant que elle paraît être un enfant illégitime, puisqu'il n'a pas de père reconnu. Cette multitude de nationalités, de cultures, si vous voulez, peut provoquer en elle un déchirement à la fois culturel et ethnique. Donc, naître à Genève, en Suisse, et puis être de parents d'origine russe, se marier à un Algérien, s'établir en France pendant un certain moment et revenir en Algérie, peut provoquer en elle un déchirement culturel, d'où la nécessité de s'accrocher à un repère pour asseoir une certaine stabilité et une certaine orientation. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'adopter l'islam, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle a adopté l'islam par nécessité, justement pour avoir cette fixation et pour se fixer d'autres orientations, plutôt que de l'adopter par conviction? J'espère que vous avez compris la question. Oui. Je prends plusieurs questions. Donc, on va adopter, je vais passer la parole à l'avant. C'est juste pour vous inviter à... Allez-y. Parlez un peu fort quand vous entendez. Juste pour dire, parler du fait que la Zawiya al-Qadiria, il y a une simple remarque. La Zawiya al-Qadiria n'a jamais été la plus grande confrérie. C'est la Zawiya al-Qadiria, Zawiya, comment on l'appelle, Rahmaniya. Zawiya Rahmaniya, qui est Zawiya Namdi, qui était la plus grande confrérie du côté Namdi, du côté algérien. Fermé à peu près. C'est clair, hein? Votre question, elle est claire. Oui, mais ce n'est pas Zawiya al-Qadiria. C'est vous qui dites. Juste une remarque. Bien, je vous remercie. Merci. Oui. Je vais poser la question. Quand j'entends mon rapport, à vrai dire, je n'ai pas lu l'œuvre d'Isabelle Berhat, donc je ne peux pas me prononcer sur sa œuvre. Mais je vais vous parler du personnage. Il se trouve qu'il y a des intellectuels, disons, des écrivains comme Boujdra, qui ont critiqué l'écrivain Berhat. Bon, Boujdra, on le connaît, il a critiqué tout le monde. Mais il y a d'autres. Il y a parlé des zones d'ombre qui entourent ce personnage qui était apparemment fasciné par le pouvoir. Donc, il s'est servi de la religion pour avoir le pouvoir. Pour avoir ça? Pour avoir le pouvoir. C'est un encore légitimité. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Oui, j'entends. J'aimerais bien poser la question à propos de la réception des œuvres. Des œuvres et le travail d'ethnologie concernant Isabelle et Berhat. Par rapport à la société algérienne de l'époque.
question. C'est-à-dire la réception, comment était la réception par rapport à la société musulmane de l'époque? À l'époque même. L'époque, oui. Pas d'autres questions? Là, on va répondre à ces 5. Ensuite, ça vient tout seul. J'aimerais bien aussi que les dames posent des questions. Je parle d'Isabelle d'une femme. Hein, si les dames posent quelques questions. Allez, on va commencer avec les choses. Bon, pour répondre à la première question, Ami Mouloud qui parle de l'adoption de l'islam facilement, etc., repères pour stabilité, déchirement culturel, etc. Je vais vous dire une chose. Moi, quand je parle, et en général, quand je réponds en fonction de nos propres connaissances que nous avons lues, de nos lectures. C'est-à-dire nos lectures, la base de nos lectures à nous, c'est Edmond Charlot, c'est Tiffany Tavernier, ce sont des gens qui se sont portés sur, justement, et certains qui ont fait des thèses aussi sur Isabelle Eberhard. Donc on se porte ce genre de questions, on a des réponses, mais ce sont des réponses qui sont données par des gens qualifiés. Hein. Donc je ne fais que répondre. Il y a des questions à lesquelles je pourrais peut-être répondre, donner mon avis personnel, mais il y a d'autres questions où c'est un avis de biographe, d'historien, d'écrivain. D'accord. Donc, concernant l'adoption en islam, moi, d'après nos lectures, Isabelle Eberhard est tombée. Ce n'est pas une adoption qui a été faite comme ça, par hasard. Elle est tombée vraiment amoureuse de la religion musulmane à travers d'abord ses lectures. Lorsqu'elle était à Genève, lorsqu'elle était jeune, elle avait un manque, elle cherchait Dieu, elle avait un manque très profond, et à travers ses lectures de tous les écrivains, orientalistes, etc., qui ont écrit ses frères et tout, elle a trouvé en elle, elle a trouvé que la religion musulmane lui sied à merveille, et elle a adopté cette religion déjà à Genève. Chose pour laquelle elle a appris le Coran, etc., et elle lisait énormément de livres qui étaient dans la bibliothèque de son père, qui portaient sur la religion musulmane. Lorsqu'elle est venue ici en Algérie, elle était empreinte déjà de cette religion, et elle dit quelque chose d'important dans une citation qui a été lue, la première citation. Elle dit « Je suis né musulmane et je n'ai jamais changé de religion ». Là, cette phrase-là, on peut discuter avec des heures entières. On peut philosopher sur ça. Pourquoi elle dit ça? Dans quel contexte elle dit ça? Pourquoi? Moi, je ne pourrais pas m'étaler parce que c'est très long. Mais seulement pour vous dire qu'une femme, elle l'a répété à plusieurs fois, elle a écrit « Je suis fille de sujets russes musulmans, je suis née musulmane et je n'ai jamais changé de religion ». Elle est née musulmane, c'est-à-dire pour elle, c'est pas parce que son père adoptif l'a bloqué, l'a forcé à être athée, parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement, elle était à respecter son père, elle était jeune, elle avait même pas 15 ans. Donc elle sait qu'elle est née comme ça. Et quand elle est venue en Algérie, là, elle s'est épanouie. Il n'y avait plus aucun obstacle, elle s'est épanouie. Là, elle est tout de suite rentrée dans les confréries, dans les zaouïettes, elle faisait la prière, elle était une musulmane convertie complètement. Donc ce n'est pas un repère ou une stabilité ou quoi que ce soit. C'est une conviction personnelle, elle s'est dévouée à la religion musulmane. Puis il y a le fait que l'Occident l'a dégoûtée. Aussi. Voilà. Elle parle de l'Occident, de profanateur, etc. Donc pour elle, l'Occident, on dit que c'est la personne aussi qui a un petit peu arrivé à lier l'Occident et l'Orient. Elle a complètement quitté l'Occident. À l'époque même, en Suisse, dans les époques 1890-1900, il était même Nietzsche. Nietzsche avait écrit que, dans un de ses écrits, avait écrit « Dieu est mort ». C'est-à-dire il n'y a plus de religion, c'est-à-dire à l'époque la religion chrétienne, etc., au niveau de la Russie et de là où elle était en Suisse, il n'y avait plus, il y avait quelque chose de nouveau à chercher. Et Isabelle avait opté justement pour cette religion qui est la religion musulmane. Alors Zaouït al-Qadiyya, c'est la plus grande, c'est pas la plus grande, ça c'est aussi, c'est la même chose. Je vais vous redire la même chose. Hein. Je vais vous dire moi ce que j'ai lu. Je maintiens ce que j'ai lu. Je n'en sais rien, je suis un profane.
Je ne peux pas vous dire elle est plus grande ou plus petite. Moi, j'ai lu que la Zawiya al-Qadiriya, à l'époque, peut-être à l'occasion, je pourrais vous ramener ces écrits-là, j'ai lu que la Zawiya al-Qadiriya, à l'époque, en 1900, dans le sud algérien, précisons bien, c'était la plus grosse Zawiya. C'était la Tijania. La Zawiya al-Qadiriya, c'était la Zawiya al-Qadiriya. Mais c'était la Tijania. C'est un débat, on va s'enrichir. J'interviens, parce que je regarde toujours. Moi, je travaille au Sud et je parle avec tous les gens du Sud. Dans ce cas, Jam'iyat al-Ulama al-Muslimin. Elle a renié tout ça. Elle a dit que Tijania, Rahmania et le Kalma à France, alors que c'est faux. C'est de Moujahidine. Ils sont tous ici de cette Qadiriya, Tijania, Rahmania. Moi, j'ai assisté via Internet à monsieur, comment il s'appelle, qui est passé par comment il s'appelle, l'île de Boufarik, Jabkher, qui est un spécialiste dans tout ça. Mais il y a toujours la Rahmania. D'ailleurs, non, c'est des cabines. Oui, la Rahmania, c'est la Lazinab, c'est la Rahman Soumar, c'est la Rahmania. Juste pour dire ça. Non, mais je vous remercie, vous avez ouvert quelque chose qui nous oblige à chercher encore un peu plus. Pour voir ce que. Pour ne pas dire la même chose la prochaine fois. Mais là, ce qui est dit là, elle est dit par les écrivains, les historiens de l'époque. La preuve, cette dame a trouvé son fief, Rahmania. Elle a trouvé une femme qui gouvernait Rahmania. Absolument, absolument. Non, il faut dire qu'Isabelle Eberhard, c'est pas parce qu'elle est partie à la Qadiriya qu'elle est restée Qadiriya. Elle allait là où il y avait une Zawiya. À Alger, elle allait Sidi Abdelrahman Jilani. À Abu Saada, elle est partie de Rahmaniya. Ailleurs, elle est partie de Tijani. Elle allait partout. C'est une femme qui avait une initiation mystique soufie. Elle voulait apprendre et elle est rentrée là où il y avait elle pouvait apprendre quelque chose. Donc elle n'est pas restée Qadiriya comme ça, vraiment Qadiriya jusqu'à son dernier jour. Elle allait un peu partout. Donc il y a un monsieur qui parle de Boudjela, critique, Zondon, etc. Boudjela, il est critique, effectivement, tout le monde le connaît, il aime critiquer. Personnellement, je n'ai jamais entendu parler d'Isabelle Eberhard. J'aimerais bien l'avoir en face pour discuter avec ce monsieur. En quoi il est critique, qu'est-ce qu'il a dit exactement, qu'est-ce qu'il a dénigré, qu'est-ce qu'il a dit. C'est notre invité le 19 du mois en cours. Alors, 19 du mois en cours, on viendra poser la question à M. Boudjela. Récemment, j'ai lu la dépossession dans laquelle on taxe Eberhard d'agent des services français. Bon, il n'y a pas que lui, il a qu'à le prouver. Hein. Parce que pas quand je vous dis quelque chose, quand on dit quelque chose, il faut ramener toujours la preuve. Tu accuses quelqu'un de quelque chose, vous accuse de quelque chose, vous ramène une preuve. Si j'accuse quelque chose comme ça gratuitement, moi je sais pas. Désolé. Le travail d'ethnologie, vous avez parlé chez vous, vous avez parlé de travail d'ethnologie, société algérienne, comment était la réception. Alors vous parlez comment était la réception, parce que moi je n'ai pas bien saisi votre question, la réception à l'époque, c'est-à-dire à l'époque. À l'époque, je vous ai dit, ce qui a sauvé un petit peu les écrits d'Isabelle Eberhard, de la boue, parce qu'il y a une partie où elle écrivait des nouvelles qu'elle diffusait, que les patrons de presse, qui sont Victor Barucan et autres, diffusaient au fur et à mesure qu'elle envoyait, elle écrivait une nouvelle, elle l'envoyait par la poste. Donc ceux-là, elles ont été sauvées. Parce qu'une partie se trouvait être dans la boue qui a été détruite. Mais on a pu récupérer, reconstituer, c'est un pulse. L'œuvre d'Isabelle Eberhard, enfin, c'est un pulse qui a été reconstitué à travers quelques nouvelles qui sont à Alger, d'autres qui sont en France, d'autres qui sont à Naba, etc. On a pu quand je dis on, ça veut dire tous les historiens et les écrivains ont pu faire compiler tout ça, et ce qui existe aujourd'hui, les 6 livres qui sont là, et les 2 livres qui sont en réédition, c'est tout ce qu'il y a d'Isabelle Eberhard. Il n'y a pas autre chose. Donc la réception à l'époque, moi, nous avons des échos, comme quoi c'était une très bonne réception. Les Français, etc., même qui lisaient ça, étaient ravis de ces lectures-là. Ils apprenaient beaucoup de choses, surtout de manière ethnique, etc. Ils apprenaient beaucoup de choses, parce qu'il y avait des colons qui étaient dans le nord, qui ne savaient pas ce qui se passait dans le sud, etc. À travers les nouvelles d'Isabelle Eberhard, qui étaient vendues, qui étaient commercialisées aussi bien
en Algérie qu'en France à l'époque. L'Algérie était mieux connue, les gens découvraient, et la réception, on peut dire qu'elle était bonne. Bon, j'ai terminé la première série de questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions? Sinon, je... Ah, reprenez le micro. Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine, parce que... Donc, je veux revenir un peu toujours à l'enfance d'Isabelle et Bérard. Donc, Isabelle... La seule question que je vais poser, c'est dans quelle langue elle écrivait. Oui, je note, je vous répondrai. Merci pour la question. Donc, elle n'a jamais été à l'école. Ouais. Mais elle a été forcée à lire. Oui. Donc, parce qu'on a tendance à se dire qu'il y a contradiction, quoique c'est une contradiction qu'on peut gérer. C'est-à-dire comment a-t-elle pu, justement, arriver à lire et surtout à écrire, quoiqu'elle n'a pas embrassé la manière de l'écolier et tout ça. Donc, comment a-t-elle pu s'investir dans la lecture facilement aussi, parce que ne pas aller à l'école et puis se retrouver contrainte de lire 2 ouvrages par jour, c'est pas facile. Et puis comment a-t-elle investi dans l'écriture? Bien sûr, selon ce que vous avez lu sur votre avis. Si vous pouvez un peu s'étaler sur... S'agissant de cette question, moi, je suis dans l'éducation. S'agissant donc de cette question, dans la mesure où je suis dans l'éducation, l'instruction collective et l'instruction individuelle, je vous laisse le soin de me dire quel est le meilleur. Quand vous avez à enseigner à un individu ou à un collectif d'individus, je pense que quand vous enseignez à un seul, vous vous occuperez mieux de lui et il assimilera plus vite et vous serez plus attentif à son évolution qu'à une trentaine de grosses dans une classe. Et à l'époque, l'enseignement dans la noblesse et dans la société aristocratique, on n'allait pas à l'école, mais on ramenait l'enseignant à la maison. C'est comme ça que ça se passait. Et on avait un enseignement de qualité. Jusqu'à maintenant, quand des riches voient que leurs enfants sont en mal d'enseignement, ils ramènent un enseignant à la maison. Et ça se passe autrement qu'à l'école. J'espère avoir répondu à votre question. Donc, cette qualité d'Isabelle Bérard d'avoir des connaissances très élargies, c'est justement grâce au fait qu'elle a eu un enseignement particulier. On s'est occupé d'elle particulièrement par son père adoptif, son précepteur. C'était d'abord le précepteur de la famille. Il s'est occupé aussi de l'éducation des autres enfants, mais plus particulièrement d'Isabelle Bérard. Merci. Donc, je rajouterai un tout petit mot à la réponse de Ménaché. C'est qu'effectivement, son professeur, c'était son précepteur. Qu'on soit clair. Et sa mère aussi. Sa mère lui apprenait aussi les langues, parce qu'elle parlait couramment le russe, l'allemand et tout. Et son professeur particulier qui consacrait des heures par jour, c'était son père adoptif. Vava, qui lui enseignait les langues, qui lui enseignait la botanique, qui lui enseignait les sciences, etc. Elle a eu un excellent prof, comme disait Rachid. Il n'y a pas mieux. Un programme, un prof qui s'occupe pendant des heures par jour de la culture d'Isabelle. Il s'est voué, il s'est versé vers... Il a refusé à ce qu'elle aille s'asseoir sur un banc d'école, mais en compensation, il lui a tout appris à aller à la maison. Et c'est pour ça que c'est devenu un petit génie. Par contre, dans quelle langue elle écrivait, nous avons actuellement, disons, 2 à 3 langues. Les 2 langues les plus connues sont le français, la langue française, et la langue arabe. Elle écrit beaucoup en langue arabe, et en langue française, et en langue russe. Les écrits en langue russe demeurent quand même assez restreints, mais elle a écrit aussi en russe. Beaucoup plus en français
quand elle était en Algérie, et en arabe aussi. Nous avons aussi des textes et des écrits, et aussi des correspondances. Lorsqu'elle correspondait avec Cheikh Abou Nadara, lorsqu'elle correspondait avec Ali Abdelouab, etc., c'était en langue arabe. Et elle avait une écriture, c'est dommage que je n'ai pas ramené avec moi tout ce que j'avais, une écriture magnifique en langue arabe. Elle le parlait et le comprenait et l'écrivait d'une manière totale. Dans les journaliers, c'est écrit en français, mais des fois on vous dit, quand il s'agit par exemple, quand elle dit quelque chose qui est relatif au Coran, elle l'écrit en arabe. Bon, ici ils ne l'écrivent pas en arabe, ils le traduisent en français, ils disent, entre guillemets, écrit en arabe. Donc elle avait écrit dans les trois langues. Donc pour ouvrir, pour continuer ce que dit notre ami Rachid, c'est pour vous dire que ces ouvrages, pour que vous sachiez quelque chose d'important, ces ouvrages que vous avez ici sur cette table et là-bas au fond en monte, comment ils ont été faits? Ils ne sont pas faits comme ça, ce n'est pas un copier-coller. On se refuserait de faire un copier-coller. Ce sont des livres que nous avons achetés en France à un prix très fort, parce qu'en Algérie, il n'y en avait pas, jusqu'à 20 à 25 euros l'ouvrage, que nous avons ramené, que nous avons d'abord lu entièrement. Imaginez-vous bien que ça étonne beaucoup de gens, c'est que dans les ouvrages, même ramenés comme ça de France, il y a des erreurs. Personnellement, je suis correcteur professionnel, donc nous avons corrigé d'abord les erreurs contenues dans les livres que nous avons ramenés de France. Ça, c'est une première action. La deuxième action, c'est que nous avons créé un glossaire. Un glossaire, c'est un dictionnaire qui permet au lecteur d'avoir la traduction des mots, parce qu'Isabelle Bérard utilise beaucoup de mots en arabe. Elle écrit en français, mais lorsqu'elle arrive, elle peut écrire quelque chose en arabe, elle écrit en arabe. Donc, on s'est dit qu'il y a des lecteurs qui ne connaissent pas l'arabe. On a traduit tous les mots en arabe dans un glossaire. Il y a même des mots en berbère et des mots en russe. Donc, on s'est donné la peine de traduire tout ça et de le mettre à la fin de l'ouvrage. Vous avez un glossaire qui vous permet donc de comprendre l'ouvrage dans sa totalité. Il y a une autre action que nous avons fait, c'est la biographie. C'est de façon que lorsque quelqu'un prend un livre d'Isabelle Bérard, il doit d'abord savoir connaître. Lorsqu'il rentre dans une librairie, il fouine sur la 4e page ou sur la 2e page. Déjà, à travers une toute petite lecture, il va savoir de qui il s'agit. Donc, nous avons mis une biographie avec des photos d'Isabelle Bérard. Nous avons fait aussi dans les ouvrages des préambules. C'est-à-dire qu'on met déjà en œuvre, c'est-à-dire la lecture, on la précède. Soit ce qu'on appelle un prologue, soit un préambule. Donc, lorsque vous lisez déjà le préambule, le prologue, vous avez déjà une idée de ce que vous allez lire à l'intérieur. Les faces, bien sûr, ont été refaites. Les images que vous voyez ici sur le livre ont été faites par notre infographe qui est au fond de la salle, M. Salah, qui a refait toutes les photos ici. Ce ne sont pas les photos que vous trouverez sur les livres qui sont en France. Donc on a refait les photos et on a refait les 4e pages. Ça, c'est l'œuvre de l'association Isabelle Bérard. C'est l'œuvre de nous tous. Et nous avons consulté, à travers cela, nous avons consulté donc un éditeur qui est M. Salah Talantikit, que je remercie d'un jamais assez, qui nous a fait confiance et qui a permis donc la réédition, de lancer cette réédition de livres, et au début avec certaines réticences, mais aujourd'hui c'est un livre qui se vend très bien dans les librairies, on le trouve à Alger, on le trouve un peu partout, et il y a des rééditions qui sont faites pratiquement tous les 6 mois depuis, et voilà, nous à chaque fois qu'on fait un événement culturel, on le propose au public pour en profiter. Encore une fois, profitez-en, c'est pas cher et vous allez apprendre beaucoup de choses. Oui, monsieur. Monsieur Zahavi, moi je viens un petit peu en retard. Moi j'ai compris qu'il n'y aura pas de dédicace du livre que vous l'avez écrit. C'est pas grave, moi je vais l'acheter le livre officiel. Oui. Deux, il y a une chose que vous avez, tout à l'heure vous avez cité que personne n'est parti au sud. Mais il paraît que Foucault, l'autre, qui est parti à Tamaras. Charles de Foucault. Charles de Foucault. Oui. Oui. 1910, il était à Tamaras. Le chrétien. J'ai jamais dit que personne n'est parti au sud. Là, je parle du tourisme. Hein. J'ai dit qu'il y avait quelques aventuriers, quelques écrivains. Il y a bien eu aussi Étienne Dinet, qui était à Boussaada.
Il y a eu André Gilles, il y a eu Théophile Gautier, il y a eu Aurélie Picard, etc., etc. Mais ça se compte sur les doigts de deux mains. Hein. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais la seule qui est restée, qui a écrit, qui a vécu avec les Bédouins, qui a souffert, etc., c'est Isabelle Eberhard. Les autres, ils sont venus passagers par Hussein, ils ont écrit, ils sont repartis. Voilà, donc. Mais par contre, pour votre dédicace, moi je vous dis une chose, je l'ai dit tout à l'heure à Mouloud, j'ai dit, si vous voulez des livres, on peut vous mettre le cachet de l'association dessus. Il y a le cachet de l'association. Les dédicaces, dans le premier temps, on les faisait, on ne les fait plus maintenant, parce que ce n'est pas vraiment nous les auteurs des livres, c'est Isabelle Eberhard. Normalement, une dédicace est faite par l'auteur, par l'écrivain lui-même. Nous, dans les premiers temps, on se permettait de faire des dédicaces. Mais on a changé de truc. Actuellement, nous faisons des cachets de l'association pour ceux qui veulent le cachet. Voilà. Vous avez des ventes dédicaces. Si vous achetez par exemple les 6 livres, il faut vous dire une chose, vous gagnez 450 dinars. Parce que les 6 livres sont à 1950 dinars, prix de l'association. Hein. Dehors, c'est beaucoup plus encore. C'est 2400 ou 2500 dinars. Vous les avez pour 1500 dinars. C'est-à-dire que l'ouvrage, en divisant par 6, vous avez un ouvrage à 250 dinars. Je pense que vous ne pourrez pas le trouver moins cher sur le territoire national. Impossible. En fait, l'objectif de cette réédition, ce n'est pas un but lucratif. C'est plus, oui, il l'a dit, c'est plus pour faire connaître Isabelle Eberhard. Nous, on a une marge bénéficiaire avec l'éditeur qui est vraiment très très basse. Et l'éditeur a fait un effort de fixer un prix très très bas. Pour nous. Pour nous. Et pour vous. Donc, comme disait tout à l'heure le Mouloud, notre association Isabelle Eberhard n'a pas que ces livres, nous avons aussi une médiathèque, nous avons des films, nous avons des documentaires, nous avons des tables rondes, nous avons des livres anciens, donc je n'ai pas voulu vous ramener aujourd'hui, nous avons une 50aine de livres très anciens qui ont été écrits par Isabelle Eberhard elle-même ou alors sur Isabelle Eberhard par des écrivains. Nous avons même des livres qui datent de 1880. Et généralement, lorsqu'on fait une grande massification culturelle, on expose ces livres-là. Donc, en plus, vous pouvez profiter de cela parce que je vous annonce dès maintenant que si tout se passe bien, Inch'Allah, si tout se passe bien, c'est une entreprise extrêmement difficile, longue et fatigante. Nous prévoyons, pratiquement au mois d'octobre, nous prévoyons la tenue d'un colloque national sur Isabelle Eberhard. Avec l'aide des pouvoirs publics, nous avons déjà consulté les pouvoirs publics qui sont l'APC, la POI, la DGS, la Direction de la Culture. Ils sont tous OK pour faire ce colloque national et pour nous aider. Donc, Inch'Allah, vous aurez l'information par Facebook, nous sommes sur Facebook. Vous aurez, si cela se confirme, si nous aurons un très grand colloque à Bchaya au mois d'octobre, durant laquelle il y aura bien sûr toutes les expositions, il y aura les spécialistes, les grands spécialistes algériens sur Isabelle Eberhard. Il y aura des films, il y aura des documentaires, il y aura des conférences multiples, parce que Isabelle Eberhard est un personnage immense et on peut disséquer sa vie de jour en jour. On peut faire des dizaines et des dizaines de communications sur Isabelle Eberhard, comment elle a vécu, qui est son père, etc., comment elle a vécu, pourquoi elle a embrassé la religion musulmane, pourquoi elle est venue en Algérie, etc. Tant de questions qui méritent chacune une communication d'une heure au moins ou de 45 minutes. Avec des mots. Donc, durant le colloque, bien sûr, il y aura peut-être une quinzaine ou vingtaine de communications. Donc, si vous êtes intéressé, maintenant que vous connaissez Isabelle Eberhard un peu mieux que tout à l'heure, je vous invite dès maintenant à ce colloque national à Béjaïa, Inch'Allah, au mois d'octobre. Je suis encore disposé à répondre, sinon on va mettre fin. Est-ce qu'il a gardé le même nom? Même quand il est devenu musulman, elle a gardé le même nom? Alors, quand elle est devenue musulmane, je l'ai dit tout à l'heure parce que vous êtes arrivé peut-être en retard, elle se faisait appeler Mahmoud Saadi. Ça, c'est pas pour le fait qu'elle soit musulmane. C'était pour mieux s'intégrer dans la société algérienne. Voilà. C'est pour mieux passer en tant qu'homme. En tant qu'homme, elle s'habille en homme, homme autochtone. bédouin,
Et elle se faisait appeler Mahmoud Saadi, Ben Abdallah ou Ben Ali, ça dépend. Et elle avait d'autres noms. Bon, si on rentre maintenant dans le détail, Isabelle était une femme très controversée. Elle aimait d'abord parler en masculin. Lorsque vous lisez des livres, ne vous dites pas que c'est une erreur de correction. Des fois, elle écrit comme si c'était un homme. Si elle vous écrit « je suis seul », elle écrira « seul » S-E-U-L. Ce n'est pas une faute d'Isabelle ni une faute du correcteur. C'est essentiellement, elle écrit comme ça, elle écrit en masculin. Elle se fait appeler Nicolas Podolensky, elle se fait appeler Myriam, elle se fait appeler Mahmoud Saadi. Elle a de multiples pseudos comme ça qu'elle utilise dans ses écritures. Mais Mahmoud Saadi, elle a utilisé jusqu'à son dernier jour ses descendants d'hommes, quand elle s'habillait en homme, elle s'appelait Mahmoud Saadi. Et les gens, justement, de Ain Sfra de l'époque, lorsqu'ils l'ont enterré, Huma Qarnas Mahmouda. C'est-à-dire c'est un nom, mais et sur sa tombe, comme épitaphe, vous allez trouver Sid Mahmoud. Bon, c'est écrit en français aussi, Isabelle, péril dans la catastrophe, etc., etc. Mais au-dessus, c'est marqué Sid Mahmoud en arabe. Gloire à l'arabe, Sid Mahmoud. Elle est restée Mahmoud même dans sa tombe. Alors les dames, on n'a pas entendu une question. Hein. Pas une courage de résoudre. Sinon, je le prends la main, sinon. Ah, reprends la main. Mais là où bien sûr. Alors, donc, on dit que Isabelle Eberhard se camoufle. Elle s'habille en homme. Donc, quelque part au sud, elle a été dans une zaouïa. Il s'est fait accepter par le shir. Les autres, ils ne se sont pas rendus compte, mais c'est une femme. Oui. Il s'est attribué un nom, il s'est fait appeler du nom d'un homme. Oui. Justement, comment se fait-il que ceux qui la côtoient, même à l'intérieur de la zaouïa, ne se sont pas rendus compte que c'est une femme? Pourquoi se dire des choses, est-ce que c'est par rapport à sa foi? Est-ce qu'elle se tient justement amoureuse? Je ne sais pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait qu'ils ne se sont pas rendus compte de lui, c'est une femme? Excellente question. Excellente question qu'on les pose assez souvent dans les conférences. Et puis, tout en étant jeune, hein, tout en étant jeune. 27 ans. Alors, avant de répondre, je vais faire juste une petite ouverture pour dire que Isabelle Eberhard ne s'habillait pas en homme qu'en Algérie. Quand elle est venue en Algérie, bien avant, elle a commencé par plaisir, et par nécessité aussi, par plaisir surtout, à s'habiller en garçon dès son jeune âge. Elle adorait porter les vêtements masculins de ses frères aînés, 2000 frères aînés. Très bien. À l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, elle se travestissait en garçon, elle aimait ça. Elle s'amusait avec les garçons, football, elle grimpait dans les arbres, etc. C'était un garçon. Plus tard, elle s'est encore travestie en homme, mais alors là, je vais vous dire pourquoi. C'est que, à Genève, Isabelle Eberhard, déjà dans son jeune âge, c'était déjà une révoltée, une combattante, quelqu'un qui est rentré dans... Vous savez que Genève, c'est l'exil. C'est là où tous les gens qui se sauvaient de Turquie, qui se sauvaient de Russie, venaient à Genève. C'était une terre d'exil. Alors, sur cette terre d'exil, les gens avaient formé des groupes, disons, communautés politiques. Il y avait les Russes, il y avait les Turcs, etc. Ils faisaient des groupes de jeunesse. Il y avait les jeunesses soviétiques, les jeunesses communistes, il y avait les jeunesses turques, etc. Isabelle Eberhard, parlant couramment le russe et parlant couramment aussi le turc, s'était mise avec ces jeunesses-là. Les mouvements politiques de révolte, etc. Alors qu'elle avait 15, 16, 17 ans, elle est toute jeune. Elle aimait faire ça. Et pour faire cela, il y avait le couvre-feu à l'époque à Genève, où à 18h, à partir de 18h, les filles n'ont pas le droit de sortir de la maison non accompagnées. Donc, pour aller assister, aller aux réunions clandestines à Genève, elle était obligée de s'habiller en garçon. Elle avait d'abord la coupe de cheveux en garçon. Vous l'avez là-bas là-bas, elle était avec un béret, elle a les cheveux très courts. Ça, c'est une photo qui a été prise à Genève à 18 ans. Vous voyez comment elle s'habillait en garçon et elle sortait donc librement dans Genève.
Elle allait assister à ces réunions clandestines et elle n'en sortait que très tard la nuit et elle revenait chez elle. Donc déjà, c'était une des raisons déjà, la deuxième fois qu'elle s'habillait en garçon. La troisième fois, c'est en Algérie. Lorsqu'elle est arrivée, elle était confrontée, quand même c'est une fille qui est très très belle et tout, pour traverser le désert, pour s'intégrer, pour ne pas être agressée, tout ça, elle a choisi de s'habiller en bédouin. Maintenant, pour répondre à la question de Mouloud, qui est une question pertinente, parce qu'effectivement, une fille, elle a beau s'habiller en bédouin ou s'habiller en quoi que ce soit, dès qu'elle ouvre la bouche, on sait que c'est une fille. Or, le bon Dieu avait fait peut-être bien les choses, c'est que d'une part, elle avait une voix nasillarde. Elle avait une voix d'homme. Avec une voix très grave, une voix nasillarde. Quand ce qu'elle parlait, c'était un homme. Elle avait en plus ça le nez épaté. Bon là, donc ça, c'est pas comment c'est qu'une seule, elle avait le nez épaté et tout. Donc ça lui donnait un petit peu un faciès d'homme. Lorsqu'elle se cachait, elle avait un faciès d'homme et elle avait le crâne rasé, bien sûr, donc pas de cheveux, et elle avait une voix nasillarde. Voici la raison pour laquelle personne ne savait que c'était une femme. En plus ça, elle avait, disons, les historiens disent qu'elle avait même une démarche masculine. Parce que la démarche aussi, entre une femme et un homme, c'est différent. Elle avait une démarche masculine qui vient du fait qu'elle a été éduquée à la militaire dès très son jeune âge. À la Sudou d'Elguez. Quand elle parle, c'est un homme. Voilà. Donc là où elle rentrait, dans les cafés morts, dans les mosquées, Zawiya, là où rentrait avec l'homme, elle passait inaperçue. Et c'est grâce à cela qu'elle a pu écrire de choses en écoutant dans les cafés morts les discussions entre hommes, en allant écouter dans les mosquées, etc. Elle a pu recueillir beaucoup d'informations qui lui ont permis d'écrire de très belles nouvelles. Et lorsqu'elle voulait écouter les femmes, il lui suffisait de s'habiller en femme et de rentrer dans les hammams, ou là où il y avait la femme, dans les fêtes, etc. Et là aussi, elle recueillait des nouvelles côté femme. C'est bon, Ami Mouloud? On a répondu à ta question. Allez-y. Bien sûr. Non, c'est bon. Je voulais dire justement, je voulais poser la question qui englobe aussi celle de Mouloud tout à l'heure, mais pour moi c'est beaucoup plus parler de ce sentiment qui l'a poussé à aller à l'envers de ce qu'elle est censée vivre naturellement. C'est-à-dire que c'est une femme qui vient de l'Occident, donc elle vivait en Suisse, elle est russe d'origine, donc elle était dans un chapeau, donc elle avait tout pratiquement, mais quel est ce sentiment qui l'a poussé à aller à l'envers justement de ce qu'elle devrait vivre naturellement? On voit justement qu'elle coupe sa chevelure pour faire le garçon. Elle change son nom en allant donc d'Isabelle jusqu'à Si Mahmoud Saadi. Elle change de religion. Absolument. Elle préfère mener une vie de bédouine, donc de misérable, si on veut dire, par rapport à la vie de château qu'elle était censée vivre à Genève. Elle change ses habits et sa position vis-à-vis des Occidentaux, justement, elle va à l'encontre de ces Occidentaux, ici en Algérie beaucoup plus, les colons. Donc quel est ce sentiment en quelque sorte? Est-ce que ce n'est pas par le fait justement qu'elle ait envie de se venger par rapport à une situation donnée, par rapport peut-être au fait qu'elle ne soit pas une fille d'un mariage légitime? Est-ce que c'est pas le fait qu'elle soit plutôt maltraitée à Genève, enfin plutôt en URSS en Russie, jusqu'à venir fuir à Genève? C'est quoi ça? Il y a un sentiment quand même qu'on ressent comme étant une forme de vengeance. D'abord sur elle-même, ensuite sur sa nature, en quelque sorte, voilà, et ce qu'elle est censée vivre réellement. Oui. Le détail, elle n'a pas fui la Russie, elle est née à Genève. Ça, c'est un petit détail, vas-y. Bon, non, mais je parle de ses parents. De ses parents, enfin sa mère. Pour répondre, vous savez, pour répondre à votre interrogation, qui est une belle interrogation, on peut répondre elle est difficile, on peut répondre en parlant plusieurs minutes, voire même un truc. On peut aussi vous résumer cela en quelques mots. Isabelle Eberhardt
D'abord, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une femme unique au monde. Il n'y a pas une deuxième Isabelle. Si elle fait ça, ça veut dire que si il y aurait d'autres femmes qui ont fait comme elle, qui ont été en Europe, qui sont venues en Algérie, qui ont été athées, qui sont devenues musulmanes, il y aurait d'autres. C'est la seule. Il est très important de dire une chose. C'est que, actuellement, à l'heure où je vous parle, aux États-Unis, au Canada, en Russie, en Chine et dans toutes les grandes nations du monde, Isabelle Eberhard est étudiée. Plus que étudiée, elle fait objet de thèses, de doctorat dans les plus grandes universités californiennes et canadiennes. Mais on peut se dire, bon Dieu, qu'est-ce qu'ils font ces gens à étudier Isabelle Eberhard, un Canadien, un Américain? Qu'est-ce qu'il va étudier en Isabelle Eberhard? Tout a été dit, il va prendre le livre de Boncharroux, il va faire un copier-coller. Qu'est-ce qu'il fait? Ben non, ce sont des gens qui font actuellement des études justement pour répondre à ce genre d'interrogation qui est la vôtre. On n'arrive pas, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ce genre de choses. Pourquoi elle a changé, pourquoi elle est venue en Algérie, pourquoi elle a préféré la misère à la richesse, pourquoi. C'est un tas de questions que les gens actuellement se posent. Ils font des thèses pour ça, pour déterminer quelle bouche a piqué cette Isabelle pour agir comme ça. Et actuellement, ils font des thèses. Et ce n'est pas du copier-coller, ce sont des recherches très pointues. C'est des gens qui viennent jusqu'ici en Algérie, qui vont dans les bibliothèques, qui vont à Aix-en-Provence, qui font la recherche de la recherche. Ils n'arrivent pas, on n'arrive pas à déterminer encore cet individu qui c'est. Mystique. Il est plus que mystique, il est unique, c'est-à-dire c'est un individu, Edouard Charlot dit qu'elle a 100 ans d'avance. C'est quelque chose d'unique, on n'arrive pas, elle n'a pas quelque chose d'unique dans une seule chose. Comme je disais tout à l'heure, elle lit 2 livres par jour, elle est unique dans beaucoup de choses. Dans sa façon, son comportement, pourquoi écrit-elle au masculin? Tout ça, c'est des thèses qui ont été faites très importantes ou qui durent des centaines de pages pour savoir pourquoi Isabelle écrit au masculin, pourquoi c'est-elle convaincue, pourquoi. Et ça, en un seul mot, c'est Isabelle, c'est la controverse par excellence. C'est l'individu controverse. Toute sa vie est controversée du premier jour où elle a vu le jour, le ciel, un Smith Loul, on ne sait pas qui est son père, on ne sait pas, etc., jusqu'au dernier jour où elle est morte, on ne sait pas comment elle est morte. Si je dois allonger la conférence, on va rester jusqu'à ce soir, pour vous dire que même sa mort est tellement controversée, qu'on s'est dit, et il y a des thèses prouvées par Denise Brahimi et consorts, avec preuve à l'appui qu'elle s'est suicidée. Comment peut-on déterminer que cet individu s'est suicidé? On n'a pas assisté. Est-ce qu'elle s'est suicidée? Est-ce qu'elle s'est noyée elle-même? Eh bien, il y a des gens qui vont vous dire qu'elle s'est suicidée. Il y a d'autres historiens qui ont fait des études profondes en disant que c'est son mari qui l'a assassinée. Parce qu'il y a Yazid, parce qu'elle faisait un peu tout, elle buvait, elle couchait à droite et à gauche. Son mari est en main, il l'a assassinée. Il y en a d'autres qui disent non, elle est morte noyée, etc. C'est-à-dire jusqu'à son dernier jour, à dernier moment où elle a expiré, où elle est née, c'est de la controverse. Et je vous dis bien, chaque jour, pratiquement chaque année, chaque action etc., on n'arrête pas de savoir qui est ce personnage. C'est un personnage très, très fascinant, très, je ne trouve pas le terme, énigmatique. C'est une énigme actuellement non résolue. Isabelle Eberhard demeure une énigme non résolue dans sa totalité. Il y a certaines actions, certaines facettes qui ont été résolues, éclaircies, prouvées, c'est bon. Il y en a d'autres qui, à l'heure actuelle, 115 ans après sa mort, on demeure encore à rechercher la vérité. Donc je pourrais vous donner ma thèse, pourquoi elle est venue en Algérie, pourquoi elle a changé, mais ce ne sera que mon point de vue. Il vaudra ce qu'il vaudra, mais il demeure que les gens se posent actuellement encore cette question, pourquoi cette petite Suissesse qui était bien dans un château est venue préférer dormir sur le sable avec les scorpions, les vipères, mourir de faim, etc. Et malheureusement, c'est que c'est la stricte vérité, c'est comme ça que ça s'est passé. Elle est venue, elle a choisi de venir en Algérie. C'est vrai que je vous ai dit tout à l'heure, elle avait des correspondances, elle avait des lectures, qui l'ont poussée à découvrir l'Algérie, qui l'ont fait aimer l'Algérie avant terre, qui l'ont fait aimer le Sahara avant terre, la religion musulmane avant terre. Mais ça devient que c'est quand même une énigme. Et Edmond Charlot se pose aussi la question, elle qui a beaucoup plus de fréquence que moi, elle qui a...
suite. Elle qui a beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de compétences que moi, se pose ce genre de questions. Nous avons des tables rondes où elle vous dit, on n'arrive pas à savoir pourquoi cette femme-là, qui était bien, a choisi la pauvreté et la misère. On ne sait pas. On ne sait pas, vraiment pas actuellement pourquoi, quelle mouche l'a piqué, pourquoi elle est venue. Et elle est venue, elle est restée ici, elle s'est mariée, voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre interrogation, mais je vous ai répondu par une interrogation, par une interrogation. Par une autre interrogation, mais je ne peux pas faire mieux que ça, parce que ça demeure un... Par contre, dans ses écrits, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle vous dit qu'elle vomissait l'Occident. Oui. Donc, ça, c'est dans ses écrits. Donc, est-ce que c'est pas ça qui l'a poussé à... Ça, c'est une des choses. Bon, le terme vengeance est un terme exact. Est-ce que... Il y a de la vengeance dans l'air. Il y a de la vengeance dans l'air. Je l'ai dit, effectivement, elle haïssait l'Occident, elle haïssait les attitudes occidentales, elle n'avait pas de religion, elle en cherchait une. Il y avait beaucoup de facteurs. Quand on les associe, on peut dire que ce sont ces choses-là qui ont décidé Isabelle de quitter la Suisse pour l'Algérie. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses que les chercheurs, les historiens arriveront à trouver dans les années qui viennent devant. Et c'est pour cela que c'est un personnage qu'on n'a pas fini d'en parler, on ne finira jamais. Et on étudiera toujours. Nous, on est actuellement dans une phase, nous avons 2 ans et demi d'existence, nous faisons des recherches assidues, nous allons encore essayer de trouver des documents qui existent. Actuellement, il existe des documents qui sont cachés quelque part. On a quelques informations pour dire qu'un tel document pourrait se trouver dans telle bibliothèque, etc., qui pourrait nous éclairer sur une zone d'ombre d'Isabelle. C'est encore d'actualité, sans compter ce qui existe au niveau d'Aix-en-Provence. Mais ça, c'est plus ou moins connu. Un détail aussi par rapport à votre question, c'est que pendant qu'elle était en Suisse, elle était surveillée par la police suisse. Elle était surveillée lorsqu'elle fréquentait les jeunesses turques, russes, politisées de l'époque, les exilés de ces pays-là. Donc elle était bien surveillée par la police suisse. Est-ce qu'elle n'était pas embêtée? Est-ce que... Bon, c'est pour ça qu'elle vomissait peut-être l'Occident. Dans ce genre de comportement, on pourrait le comprendre à la limite si c'était sur une action bien définie. Bon, elle fuit l'Occident pour venir ici. On sait qu'il y a des Français jusqu'à présent, par exemple, qui vivent ici. Ils veulent repartir en France. Ils vomissent la France, ils vomissent le mode de vie français. Ils préfèrent rester ici. Mais ils mènent une vie quand même décente, ils mènent une vie à l'européenne, ici. Chose qu'elle évacue complètement. Elle ne s'est pas clochardisée complètement, je dirais, au point où elle se laisse aller. Elle savait ce qu'elle faisait, apparemment. Ah oui. Puisque d'abord elle écrivait, elle lisait. Et puis, c'est ça, justement, ce sentiment-là est quand même bizarre. Il est bizarre. C'est un rejet, c'est une vengeance, elle se laisse aller, elle se venge même sur elle-même, alors qu'elle n'est pas responsable de ce qu'elle était. C'est évident. Je dirais que ce n'est pas bizarre, puisque ce n'est pas le premier cas. Il y a eu le cas du fils de la famille Rockefeller, qui est une très grosse fortune américaine, qui a décidé de tout quitter pour partir vivre dans la jungle en Afrique. Par exemple. Et là c'est sur peut-être un fait ou 2 faits, c'est-à-dire sur une situation bien. Mais celle-là, c'est généralisé. Elle a tout bouleversé. Celle-là, elle s'est métamorphosée, en quelque sorte, dans tous les domaines. La religion, son mode de vie, je dirais son habillement, ses positions vis-à-vis justement de ce rejet des Occidentaux, sa chevelure, son nom, son comportement, ses habillements, tout ça. Il y a aussi quelques similitudes avec Étienne Dinet qu'on avait mentionné tout à l'heure. Voilà, à peu près. Étienne Dinet aussi, ou Charles de Foucault, tout ça, ce sont des gens
qui sont venus s'établir en Algérie, qui sont restés. Ils sont venus de passagers. Tiendini est venu juste pour faire une exposition et il est resté à Boussaada. Il est tombé amoureux de Boussaada, il était ébahi par les beautés de Boussaada, il est resté à Boussaada. Oui, mais là, il a mené une vie à l'occidental, à Boussaada. Ah, il était bien, il était bien. La différence est là. Il n'a pas changé de nom. Il n'a pas changé de nom. Je dis qu'Isabelle, c'est particulier. Il faudrait comprendre une chose, c'est que nous, on est dans ces controverses, on est dans ces trucs, c'est particulier. C'est qu'on ne trouve pas ce genre de comportement ailleurs. Et je vous dis encore, c'est pour ça que les gens cherchent encore aujourd'hui. Pourtant, normalement, qu'est-ce que c'est qu'Isabelle Ebert? Sinon, c'est une petite écrivaine qui est traduite dans l'Algérie. Non, ce n'est pas ça, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre des comportements, des controverses, et essayent de chercher la vérité. Si elle était banale, on n'en parlerait pas. On n'en parlerait pas, autant, etc. Déjà, sa vision de l'islam, c'était une femme à l'époque qui fumait beaucoup et qui buvait de l'absinthe. Énormément d'absinthe, qui est un alcool fort. Chose qui n'allait pas tout à fait avec l'islam. Donc c'était une vision à elle. Elle était libre. Elle voulait sa liberté totale, tout en étant musulmane. Chose qu'on accepte aujourd'hui. C'est pour ça, par conviction, il n'y a pas de nécessité. Par spiritualité. Elle voulait... Qu'elle refusait d'être une femme. Peut-être. Elle était née femme. Peut-être. C'est possible. Peut-être parce que même il pouvait vivre en Algérie la vie d'une femme, la vie d'une combattante. Mais sinon, il ne serait pas ce qu'elle est. Non, non, plein de questions. On a d'autres questions. Là, Mustafa, on n'a pas entendu. Raté, j'ai une question. Je pourrais vous répondre si on peut, je peux te répondre en aparté. Il y en a d'autres questions. Qui disait bien que chacun a le droit d'être vagabond. Oui. C'est un choix personnel. Oui, elle l'a dit. Le droit au vagabondage. Le droit au vagabondage. Absolument. C'est elle. Alors, on l'a dans une citation qui n'a pas été lue. Si vous voulez qu'on vous la lise, sur le vagabondage. La dernière citation est sur le vagabondage. Elle est magnifique. C'est une citation où elle parle justement d'être vagabond, la liberté de faire ce qu'on veut, etc. quand on veut. Tu l'as retrouvée? Ah. Alors tu vas clôturer toi avec le vagabondage. Belle lecture. Et on va clôturer. Bien fort, doucement. La musique. Alors le vagabondage. Un droit que bien peu d'intellectuels se soucient de revendiquer, c'est le droit à l'errance, au vagabondage, et pourtant, le vagabondage, c'est l'affranchissement, et la vie, le long des routes, c'est la liberté. Rompre un jour bravement toutes les entraves dans la vie moderne et la faiblesse de notre cœur, sous prétexte de liberté, en charger notre geste. S'armer du bâton et de la besace symbolique, et s'en aller. Pour qui connaît la valeur et aussi la délectable saveur de la solitaire liberté. Car on est libre que tant qu'on est seul. L'acte de s'en aller est le plus courageux et le plus beau. C'est un hommage indirect à Simon Ahmed. Aussi, oui. Ah oui, que Dieu son âme. Donc, messieurs, mesdemoiselles, dames, je pense qu'on a tout dit. Je vous remercie, pour vos questions, votre présence, et à une prochaine fois, Inch'Allah.